Le ramadan sous tension dans une ville contrôlée par le M23. En cette période sacrée du ramadan, les musulmans de Goma, dans la province du Nord-Kivu en République démocratique du Congo, RDC, entament leur mois de jeûne dans un contexte particulièrement tendu. La ville, sous le contrôle du groupe armé M23 soutenu par le Rwanda depuis un mois, vit au rythme des combats entre les forces armées congolaises et les rebelles. Malgré cette situation, les fidèles se rassemblent pour prier et chercher la paix. Devant la mosquée YB, située au cœur de Goma, les croyants se préparent pour la prière du soir. Abdelaziz, vêtu d'une tunique grise, exprime son désir de voir son pays unifié et en paix. L'islam prône la paix, pas la guerre, déclare-t-il. Mariam, une septuagénaire, partage ses inquiétudes quant à la situation sécuritaire et économique qui rend difficile la préparation du repas de rupture du jeûne. Nous avons des difficultés à nous procurer de la nourriture. Avant, nous servions plus de 1200 repas, mais aujourd'hui, c'est compliqué, confie-t-elle. Daouda Prince, l'imam qui dirige la prière, remercie Dieu d'avoir permis aux fidèles de célébrer le ramadan malgré les circonstances. Nous ne savions pas si nous pourrions observer ce mois sacré, mais Dieu nous a donné cette grâce, dit-il. Cependant, les combats continuent de faire rage dans l'est de la RDC, opposant les forces gouvernementales au M23, soutenues par le Rwanda. Dénonciation du pillage des ressources congolaises. Parallèlement, un rapport publié par les organisations Congo n'est pas à vendre et le réseau panafricain de lutte contre la corruption dénonce un pillage systématique des revenus nationaux par les élites politiques congolaises. Le document critique les dépenses excessives des ministères et de la présidence, soulignant par exemple qu'un député gagne 210 fois plus qu'un enseignant, un militaire ou un policier. Ces révélations soulèvent des questions sur la gestion des ressources du pays, alors que la population continue de souffrir des conséquences de la guerre et de la pauvreté. Coopération Congo-Brazzaville et Madagascar contre la déforestation. Ailleurs sur le continent, la lutte contre la déforestation prend de l'ampleur. À l'occasion de la Journée africaine de l'environnement, le Congo-Brazzaville et Madagascar ont signé un accord de coopération pour protéger leurs forêts. Les deux pays, riches en biodiversité, entendent mutualiser leurs efforts pour lutter contre la déforestation et promouvoir une gestion durable de leurs ressources naturelles. Selon Serge Buda, ambassadeur du Congo à Madagascar, cette collaboration vise à tirer parti des expériences respectives des deux nations. Madagascar a des pratiques intéressantes en matière de transformation des produits issus de la biodiversité et de gestion des parcs nationaux, explique-t-il. Cependant, des doutes subsistent quant à l'efficacité de cette coopération, notamment en raison des projets d'infrastructures controversés à Madagascar, comme l'autoroute reliant Antananarive à Tamatave, qui pourrait menacer les dernières forêts primaires du pays. Les jeunes Tchadiens mobilisés pour le reboisement. Au Tchad, un groupe de jeunes, les You Reporters, s'engage dans la lutte contre la déforestation en plantant des arbres à travers le pays. Récemment, ils ont mené une opération de reboisement au lycée Aubenas de N'Djamena, la capitale. Malgré les conditions climatiques difficiles, ces jeunes restent déterminés à agir pour l'environnement. Planter un arbre, c'est donner la vie, déclare Émir, l'un des participants. Bien que 90% des jeunes plants ne survivent pas à la chaleur extrême, leur engagement symbolise un espoir pour les générations futures. Innovation agricole au Cameroun. Au Cameroun, une start-up locale suscite l'engouement avec son engrais liquide bio, une innovation prometteuse pour le secteur agricole. Cet engrais, composé de 12 éléments essentiels comme l'azote, le potassium et le phosphore, booste la production tout en repoussant les insectes nuisibles. Déjà utilisé par une centaine de planteurs, ce produit pourrait révolutionner l'agriculture camerounaise et contribuer à la création d'emplois verts. Selon Norme Mout, coordinatrice du programme de promotion de l'emploi vert au ministère de l'Emploi, de telles innovations sont cruciales pour le développement économique. Nous accompagnons ces initiatives pour qu'elles sortent du secteur informel et contribuent à la richesse nationale, explique-t-elle. Cependant, les défis restent nombreux, notamment en ce qui concerne l'industrialisation et la commercialisation à grande échelle de ces produits. Cyclisme au Rwanda, une étape annulée en raison des pluies. Sur le plan sportif, le Tour du Rwanda a connu un contretemps majeur avec l'annulation de la dernière étape en raison de pluies diluviennes. Les routes, rendues impraticables, ont posé des questions sur l'adaptabilité du circuit urbain de Kigali, qui accueillera les championnats du monde de cyclisme en fin d'année. Les organisateurs devront trouver des solutions pour éviter de tels incidents lors de l'événement mondial. Alors que les défis sécuritaires, environnementaux et économiques persistent à travers l'Afrique, des initiatives locales et des coopérations régionales offrent des lueurs d'espoir. Que ce soit à travers la résilience des fidèles de Goma, l'engagement des jeunes Tchadiens pour l'environnement,
ou les innovations agricoles au Cameroun, ces efforts témoignent d'une volonté commune de construire un avenir meilleur. Cependant, la route reste longue, et la collaboration entre gouvernements, société civile et secteur privé sera essentielle pour relever ces défis. Sénégal. Une algue responsable d'une maladie mystérieuse. Il y a 5 ans, une maladie mystérieuse a commencé à affecter les pêcheurs sénégalais, provoquant des lésions cutanées et des boutons sur leur corps. Ce phénomène, également observé chez les pêcheurs en Guinée en 2023, est resté sans explication jusqu'à récemment. Des scientifiques viennent enfin d'identifier la cause de cette pathologie, une algue microscopique nommée Vulcanodinium rugosum asterisk. Cette algue produit une toxine, appelée pinatoxine, responsable des symptômes observés chez les pêcheurs. Pour partager ces découvertes, des ateliers ont été organisés près du port de Tiaroa, en banlieue de Dakar. Patrice Bremer, chercheur à l'Institut de recherche pour le développement, IRD, a expliqué aux pêcheurs et aux représentants de la profession les résultats de ces recherches menées pendant 4 ans. La toxine est produite par une microalgue invisible à l'œil nu, mais présente en grande quantité dans l'eau, a-t-il précisé. Ces ateliers visent à sensibiliser les pêcheurs et à les préparer à mieux gérer cette maladie à l'avenir. Ramadan dans un contexte difficile à Goma, en RDC. À Goma, dans l'est de la République démocratique du Congo, RDC, le Ramadan commence dans un contexte sécuritaire et économique particulièrement difficile. La ville est occupée depuis plus d'1 mois par le groupe armé M23, soutenu par le Rwanda. Cette situation a des répercussions sur la vie quotidienne des habitants, notamment sur leur capacité à préparer les repas de rupture du jeûne. Devant la mosquée Yumba, en plein cœur de Goma, les fidèles se pressent pour ne pas manquer la prière. Abdoulaziz, un habitant, exprime son inquiétude. Nous vivons dans des conditions très difficiles. La situation sécuritaire et économique rend ce ramadan particulièrement éprouvant. Mariam, une femme de 72 ans, partage ses préoccupations. Nous avons du mal à nous procurer de la nourriture pour la rupture du jeûne. Avant, nous servions plus de 1200 repas, mais aujourd'hui, c'est presque impossible. Malgré ces défis, les croyants restent résilients. Daouda Prince, qui a dirigé la prière du soir, remercie Dieu d'avoir permis à la communauté de célébrer ce mois sacré malgré les circonstances. Nous ne savions pas si nous pourrions observer le Ramadan cette année, mais Dieu nous a donné cette grâce, a-t-il déclaré. Innovations agricoles au Cameroun, un espoir contre la malnutrition. Au Cameroun, des innovations dans le secteur des engrais pourraient offrir une solution contre la malnutrition. La start-up NetEden, basée à Yaoundé, a récemment dévoilé un nouvel engrais liquide biologique lors d'un salon dédié à l'innovation. Ce produit, qui enrichit les sols et accélère la croissance des plantes, promet de ne pas nuire à la santé humaine. Rishi Nanan, un professeur qui s'est lancé dans la culture du cacao, témoigne des bénéfices de cet engrais. J'ai observé une résistance accrue à la chaleur et un regain de vitalité chez les jeunes plants. Bertrand Tato, l'inventeur de cet engrais, explique que le produit contient 12 éléments essentiels, dont l'azote, le potassium et le phosphore, qui boostent la production agricole. Ces innovations sont soutenues par le projet de déploiement des technologies et innovations environnementales, ITIE, qui vise à industrialiser ces découvertes pour qu'elles aient un impact concret sur le développement des pays du bassin du Congo. Selon Lionel Gassama, coordinateur de projet à l'Institut de la francophonie pour le développement durable, les innovateurs seuls ne peuvent pas transformer la société. Il faut une synergie d'action entre le secteur public et privé. Tension politique en Guinée-Bissau, la CEDEAO intervient. En Guinée-Bissau, une mission de la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, CEDEAO, a été dépêchée pour aider à résoudre les tensions politiques liées au calendrier des élections présidentielles prévues en 2025. La mission, qui a quitté le pays samedi dernier, a préparé un projet d'accord sur une date pour les élections. Cependant, elle a également été confrontée à des menaces d'expulsion de la part du président Umaro Sissoko Embalo. Aristide Gomme, ancien Premier ministre, critique la démarche de la CEDEAO, estimant qu'elle a froissé le chef de l'État en rencontrant des leaders de l'opposition. Cette situation rappelle les tensions passées entre Sissoko Embalo et la CEDEAO, notamment lorsqu'il avait expulsé des membres de la mission de l'organisation en 2020. Astérisque Mali, une nouvelle taxe sur les télécommunications suscite la polémique astérisque. Au Mali, une nouvelle taxe sur les télécommunications, annoncée début février, suscite des inquiétudes. Bien que les autorités n'aient pas encore confirmé sa mise en œuvre, cette mesure pourrait rapporter près de 200 milliards de francs CFA à l'État. Cependant, pour les consommateurs, la facture risque d'être salée. La taxe sur l'accès au réseau passera de 5% à 7%, et les rechargements de crédit seront prélevés à hauteur de 10%. Stéphane Lelux, président du cabinet actif spécialisé dans les télécommunications,
explique que cette augmentation représente un effort important pour les foyers africains, notamment en Afrique subsaharienne. C'est un surcoût qui pourrait handicaper le développement des usages, souligne-t-il. De plus, une hausse des taxes pourrait ralentir les investissements dans le secteur, comme cela s'est produit au Niger lorsque le groupe Orange a quitté le pays. Florence Adouni, la reine du gospel ghanéen, sort un nouvel album. Enfin, dans le domaine culturel, la chanteuse ghanéenne Florence Adouni, surnommée la reine du gospel, a sorti son nouvel album intitulé Asterisk Ordinary Grace Asterisk. Ce projet musical, publié par le label allemand Philofonderie, est un kaléidoscope d'influences qui reflète le talent unique de l'artiste. L'album a déjà reçu un accueil chaleureux et promet de renforcer la place de Florence Adouni sur la scène musicale internationale. Ce résumé d'actualité met en lumière des développements importants en Afrique, allant des découvertes scientifiques aux défis politiques et économiques, en passant par les innovations agricoles et les réalisations culturelles. Revue de l'actualité internationale, crise politique, conflits et défis humanitaires. 1. Les États-Unis et la pause dans les opérations cyber contre la Russie. Ce vendredi, le Pentagone a annoncé une pause significative dans les opérations cybernétiques des États-Unis contre la Russie au Proche-Orient. Cette décision intervient dans un contexte de tensions géopolitiques croissantes, notamment en raison des menaces récentes des États-Unis de réduire leur soutien à l'Ukraine. Bien que les détails de cette pause restent flous, elle soulève des questions sur la stratégie américaine en matière de cyberguerre et ses implications pour les alliances internationales. 2. Blocage de l'aide humanitaire à Gaza, condamnation internationale. La situation humanitaire à Gaza s'aggrave après le blocage par Israël de l'aide humanitaire, une décision qui a suscité de vives réactions à l'échelle internationale. Ce blocage fait suite au refus du Hamas de prolonger la première phase du cessez-le-feu, préférant ne pas passer à la deuxième phase. L'Arabie Saoudite, le Qatar et d'autres pays arabes ont condamné fermement la décision israélienne, tandis que l'ONU exprime son inquiétude face à la détérioration des conditions de vie dans la région. L'Union européenne, tout en critiquant Israël, dénonce également le refus du Hamas de prolonger le cessez-le-feu, soulignant la complexité du conflit. 3. La crise politique en Guinée-Bissau, un président accroché au pouvoir. En Guinée-Bissau, la crise politique s'intensifie alors que le président Umaro Sissoko Embalo, dont le mandat a officiellement pris fin jeudi dernier, refuse d'organiser des élections présidentielles et législatives avant le 30 novembre prochain. Cette décision unilatérale, prise sans consultation, a été vivement critiquée par l'opposition et la communauté internationale. Embalo, un ancien général de 52 ans, justifie ce report par des obstacles techniques et financiers, mais ses détracteurs y voient une manœuvre pour conserver le pouvoir. La situation a atteint un point critique avec l'expulsion d'une mission de la CEDEAO, Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, qui travaillait sur un projet de feuille de route pour la tenue des élections. Cette décision a aggravé l'isolement diplomatique du régime, déjà accusé d'autoritarisme et de dérive antidémocratique. La CEDEAO a annoncé qu'elle soumettrait un rapport détaillé sur cette mission avortée, mais les mesures concrètes contre Embalo restent incertaines. 4. Les réactions locales et internationales. La classe politique locale et la société civile guinéenne expriment leur inquiétude face à cette crise. Pour Aboubacar Touré, président de la Ligue guinéenne des droits de l'homme, la situation des droits humains ne cesse de se détériorer. Il dénonce des arrestations arbitraires, des persécutions et des intimidations à l'encontre des journalistes et des voix dissidentes. En 2024 seulement, plus d'une centaine de personnes ont été arrêtées et torturées pour avoir exprimé leur opposition au régime. Les médias africains, comme le site Afrique Soir et le quotidien sénégalais Walf Quotidien, qualifient la situation de pas de plus vers une dictature. Des experts, comme Doudou Sidibé, enseignant-chercheur à l'université Gustave Eiffel à Paris, estiment que cette crise aurait pu être anticipée et que des solutions auraient pu être trouvées avant que le mandat d'Embalo n'arrive à terme. La question qui se pose maintenant est de savoir comment les protagonistes de ce pays pourront surmonter leurs divergences et penser à l'avenir de la nation. 5. La justice internationale et les crimes au Congo. En République démocratique du Congo, RDC, le procureur de la Cour pénale internationale, CPI, Karim Khan, a exprimé son soutien à la création d'un tribunal spécial pour juger les crimes commis au Congo depuis 30 ans. Lors d'une visite à Kinshasa la semaine dernière, Khan a souligné l'importance d'une justice transitionnelle pour mettre fin à l'impunité des crimes les plus graves, qu'ils soient commis par des Congolais, des Ougandais ou des Rwandais. Cette initiative est soutenue par des figures comme le Dr Denis Mukwege, prix Nobel de la paix, qui milite depuis des années pour la création d'un tel tribunal. Cependant, des questions subsistent quant à l'indépendance et à l'efficacité de cette instance, notamment en ce qui concerne la possibilité d'une instrumentalisation politique. Thierry Michel, cinéaste belge et réalisateur du documentaire L'Empire du silence, a souligné l'importance de remonter les chaînes de commandement politique et militaire pour garantir une justice équitable.
6. L'actualité culturelle, Adorable aux Oscars. Enfin, dans un registre plus léger, le film Adorable a remporté l'Oscar du meilleur film cette nuit, ajoutant une nouvelle récompense à sa palme d'or déjà acquise. Ce succès international met en lumière le talent des cinéastes et acteurs impliqués, et souligne l'importance du cinéma comme vecteur de dialogue et de compréhension entre les cultures. Ces événements, bien que distincts, reflètent les défis complexes auxquels le monde est confronté aujourd'hui, des crises politiques et humanitaires aux questions de justice internationale, en passant par les succès culturels qui rappellent l'importance de l'art dans nos sociétés. La communauté internationale reste vigilante, espérant que des solutions durables pourront être trouvées pour apaiser les tensions et promouvoir la paix et la justice. Vers la création d'un tribunal spécial pour la RDC, une lueur d'espoir contre l'impunité ? Kinshasa, République démocratique du Congo, RDC. Alors que les crimes de guerre, les crimes contre l'humanité et les génocides continuent de hanter la République démocratique du Congo, RDC, une initiative internationale se dessine pour mettre fin à l'impunité qui règne depuis des décennies. Le procureur de la Cour pénale internationale, CPI, Karim Khan, plaide pour une approche globale et un mandat renforcé afin de traiter ces crimes atroces. Cette démarche s'inscrit dans un contexte où les responsabilités des acteurs impliqués dans les conflits en RDC, y compris ceux liés à des puissances étrangères comme Israël, restent floues et souvent ignorées. Un passé lourd et un présent complexe. La RDC a été le théâtre de conflits sanglants depuis les années 1990, marqués par des massacres, des violences sexuelles systématiques et des déplacements massifs de population. Le premier rapport Mapping, publié en 2010 par les Nations Unies, a documenté ces atrocités, mais il ne couvre que la période allant jusqu'en 2003. Aujourd'hui, un deuxième rapport est envisagé pour couvrir les 2 dernières décennies, une période tout aussi cruciale pour comprendre l'ampleur des crimes commis. Thierry Michel, cinéaste et réalisateur du documentaire L'Empire du Silence, souligne l'importance de ce travail. Le rapport Mapping de 2010 était un début, mais il faut aller plus loin. Nous avons besoin d'un deuxième rapport pour couvrir au moins 20 années supplémentaires. Cela permettra de mieux comprendre les dynamiques de violence et d'identifier les responsables, explique-t-il. La nécessité de protéger les témoins et les preuves. L'un des défis majeurs dans cette quête de justice est la sécurisation des témoins et des preuves. Les fosses communes, par exemple, doivent être protégées pour permettre des investigations approfondies. Il est crucial de sécuriser les témoins et les preuves, notamment les fosses communes. Ces lieux sont essentiels pour comprendre comment les victimes ont été assassinées, par qui et à quel moment, insiste Thierry Michel. Cependant, le risque d'instrumentalisation politique de ces enquêtes est élevé. Certains acteurs politiques et militaires, toujours en poste, pourraient chercher à éviter toute responsabilité. Il y a un risque que ce processus soit utilisé à des fins politiques, notamment pour cibler le Rwanda tout en ignorant les responsabilités internes au Congo, met en garde Michel. Des noms qui émergent, mais une impunité persistante. Dans son documentaire Astérisque l'Empire du Silence Astérisque, Thierry Michel a identifié plusieurs présumés coupables, dont des officiers congolais comme le général Tango Fort et le général Ambéré. Malgré les preuves accablantes, ces hommes n'ont jamais été inquiétés. Ces présumés coupables sont toujours en liberté. Ils font partie de ce cycle d'impunité qui perdure depuis des décennies, déplore Michel. Du côté rwandais, le général James Kabarebe, une figure clé des conflits en RDC, a récemment fait l'objet de sanctions financières de la part des États-Unis. Cette décision, intervenue en février dernier, confirme les témoignages recueillis par Michel lors de ses investigations. C'est une avancée significative. Enfin, des noms commencent à être mis en avant, et le cycle du silence est brisé, se réjouit-il. Une conférence internationale pour la paix et la justice. En avril prochain, une conférence internationale sur la paix, la sécurité et la justice sera organisée à Kinshasa sous l'égide du président Félix Tshisekedi. Cette rencontre pourrait aboutir à la création d'un tribunal spécial pour la RDC, une revendication portée depuis longtemps par le Dr Denis Mukwege, prix Nobel de la paix en 2018. C'est une étape cruciale, mais il faut veiller à ce que ce tribunal ne soit pas instrumentalisé. Il doit traiter des crimes commis par toutes les parties, y compris les responsabilités internes au Congo, souligne Michel. Un combat de longue haleine. Pour Thierry Michel, ce processus judiciaire est l'aboutissement d'un combat de longue haleine. C'est une avancée, mais il reste encore beaucoup à faire. La culture de l'impunité est profondément enracinée, et il faudra des années pour la démanteler, explique-t-il. Son documentaire, Astérisque l'Empire du Silence Astérisque, a joué un rôle clé en brisant le silence entourant ces crimes. Cependant, comme il le rappelle, briser l'empire du silence est une chose, mais briser l'empire de l'impunité en est une autre.
Conclusion, un espoir fragile. Alors que la RDC s'apprête à tourner une nouvelle page de son histoire, les défis restent immenses. La création d'un tribunal spécial pourrait marquer un tournant décisif dans la lutte contre l'impunité, mais seulement si elle est menée avec intégrité et impartialité. Pour les victimes et leurs familles, c'est un espoir fragile, mais nécessaire, de voir enfin la justice triompher après des décennies de souffrance. Thierry Michel, cinéaste et réalisateur de l'Empire du Silence, était l'invité de Christophe Boisbouvier sur RFI pour discuter de ces enjeux cruciaux. Son travail continue de résonner comme un appel à la justice et à la mémoire, rappelant au monde que les crimes impunis ne doivent jamais tomber dans l'oubli.